monde. À titre de président de la Société historique de l'Ouest du Québec, il me fait plaisir de vous accueillir les bras ouverts et de vous remercier d'être parmi nous. Et je me fais le porte-parole également de mon conseil administratif de la Société pour vous dire que vous avez une équipe formidable afin de préparer et de répondre surtout à la demande de la Ville de Hall et du Comité du patrimoine de faire notre part pour cette semaine. Vous avez pu remarquer la préparation de notre revue spéciale de l'Otigo. C'est une recherche formidable qui s'est faite. C'est votre société à vous, mesdames, messieurs, qui a préparé ce travail. Pour continuer cette œuvre, ça nous prend de l'aide. L'aide que nous désirons de vous, c'est votre présence comme membre de la société. On ne vous demande pas beaucoup. Le reste, on peut s'en occuper. Nos recherches continueront davantage. Je veux remercier la Cité de Hall de nous avoir invités à participer encore une fois. Je veux remercier les directeurs de différents corps d'incendie venant de l'extérieur qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Fait plaisir de souligner entre autres la présence, et c'est tout à fait un honneur, à partir de si loin, venir nous dire bonjour, du directeur du département des incendies de la Ville de Montréal, M. Thérien, présent ici. Nous avons également un autre directeur, pas très loin celui-là, mais par contre, le corps, l'équipe du département des incendies qu'il représente ont participé lors du feu d'Innocent. Et c'est pourquoi il est ici aujourd'hui, pour représenter la capitale nationale, dans la personne du directeur, M. O'Rourke, directeur du département des incendies de la Ville d'Ottawa. Il y a également, chez nous, un nouveau-né, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous accouchons, nous, la société aujourd'hui. Nous accouchons le plus grand feu. On ne l'a pas connu. On l'a connu par l'histoire. Mais on a un nouveau-né qui a participé dans plusieurs occasions, dans des gros incendies avant, qui aujourd'hui nous fait honneur d'être notre nouveau directeur, et il me fait plaisir de vous le présenter, M. Gingras. Maintenant, je ne m'éterniserai pas. Je vais laisser la parole à tour de rôle. Je ne crois pas que vous allez pouvoir vous ennuyer. S'il y en a qui s'ennuient, viendront me voir. Mais je ne veux pas oublier personne. Je dis la Ville de Hall. La Ville de Hall, c'est nous, hein? Alors je dis tout le monde, vous avez contribué à notre journée. Puis je vous en remercie du fond du cœur et au nom des membres de la société. Devenez membre, puis on s'occupe pour le lendemain. Donc, sans plus tarder, j'inviterai notre directeur, nouveau directeur du département des incendies de la Ville de Hall,
M. Gingras a bien vouloir venir présenter le conférencier. M. Gingras. Monsieur le maire, Monsieur le maire, Monsieur le président de la Société historique de l'Ouest du Québec, Monsieur le conseiller président du comité du patrimoine, distingués invités, mesdames et messieurs. La tâche de présenter le conférencier aujourd'hui est pour moi un plaisir et un honneur. Un plaisir parce que je dois vous présenter un ami. Et un honneur parce que je dois vous présenter quelqu'un qui a fait sa marque dans le domaine de la protection des incendies, non seulement à Hall, mais dans toute la province de Québec. Roland Michaud est entré au service d'incendie de la ville de Hall il y a 32 ans. La carrière de pompier, c'est la carrière qu'il a choisie et à laquelle il est resté fidèle. Depuis toutes les années où il s'est engagé sur le marché du travail. Au sein du service, il a gravi un à un tous les échelons de la hiérarchie. Il a débuté comme pompier le 9 mai 1958. Il fut par la suite promu sous-lieutenant en 1963, premier lieutenant en 1966, premier capitaine en 1967, premier directeur adjoint en 1974, pour finalement accéder au poste de directeur le 1er avril 1982. Lorsqu'il est entré au service d'incendie, M. Michaud n'avait pas la chance de poursuivre des études universitaires. Mais depuis 7 ans, il serait trop long de vous énumérer tous les cours de perfectionnement qu'il a suivis, depuis le premier cours de formation de pompier jusqu'au cours de relations humaines, de techniques administratives et de gestion du personnel, etc., etc. Roland Michaud a le mérite d'avoir présidé à la réorganisation du service d'incendie de Hall et d'avoir fait de ce service le premier service de pompiers professionnels reconnu par le gouvernement au Québec, du Québec. Il a aussi l'honneur d'avoir formé un corps de pompiers qui s'est mérité au cours des dernières années de nombreuses citations et récompenses au chapitre de la prévention, du combat de l'incendie, de la réduction des pertes et encore, etc. Si sa renommée déborde les cadres de la ville de Hall, c'est dû non seulement au succès qu'il a rapporté à la direction du service d'incendie, mais également au dévouement inlassable dont il a su faire honte au sein de plusieurs organismes professionnels provinciaux, dont entre autres, à titre de membre du comité de travail et de validation pour les exigences professionnelles applicables au service d'incendie dans la province de Québec. À titre de vice-président de l'Association des chefs de service d'incendie du Québec, à titre de président d'un comité multidisciplinaire provincial sur la mise en œuvre des procédures et règlements relatifs aux extincteurs automatiques à eau résidentielle, à titre de président d'un comité d'études provincial sur la qualité de la formation des pompiers québécois, à titre de président du comité provincial sur la reconnaissance d'actes de bravoure et d'héroïsme pour les pompiers du Québec. Je pourrais vous en énumérer encore beaucoup, mais je suis convaincu que ces quelques exemples suffisent à vous démontrer que le conférencier que vous avez choisi pour vous parler aujourd'hui du grand feu de 1900 est hautement qualifié pour vous livrer ce message. D'ailleurs, Roland Michaud est un spécialiste de la documentation. Il possède des documents concernant toutes les activités des pompiers depuis son entrée en fonction, c'est-à-dire 1958. Et les archives qu'il a réussi à accumuler grâce à des dons
et à la coopération de la population de Hall et des environs. Tout ceci lui aura permis de se documenter d'une manière très précise sur le sujet dont il va vous entretenir cet après-midi. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de vous faire languir plus longtemps et je vous présente votre conférencier, l'ex-directeur du service d'incendie de la ville de Hall, Roland Michaud. Monsieur Lafleur, si vous voulez que je fasse une conférence, vous allez me dire, vous avez mis mes papiers qu'il y avait ici. Alors, Monsieur le maire, membre de la Société historique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans un cahier spécial produit en 1975 pour souligner le 100e anniversaire de la ville de Hall, Pierre-Louis Lapointe avait écrit « L'histoire de notre ville nous démontre que dans toute cette brutalité, que nulle ville au Canada n'a plus souffert de l'incendie que la ville de Hall. Et si de nos jours, tout danger semble éloigné, et si la protection incendie est aussi grande qu'on puisse le désirer, il faut toujours craindre de revoir un triste spectacle venir nous éprouver. Je pense que là-dessus, M. Lapointe avait vraiment raison. Alors, chers amis, pour moi, c'est toute une expérience que j'ai de vivre aujourd'hui que de venir vous parler de l'époque du Grand Feu de 1900. Vous n'allez pas croire, là, j'en parle parce que j'étais un témoin. Hein? Il y a un drôle, bien vu, l'autre jour, il me dit « Est-ce que tu étais lieutenant, toi, au feu de 1900? » Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dédier cette conférence à tous les pompiers qui, depuis 1875, ont œuvré au sein du service d'incendie de Hall et plus particulièrement aux familles de deux hommes qui ont laissé leur marque, les capitaines Napoléon et Raoul Lafleur, qui, incidemment, sont apparentés au président de la Société historique de l'Ouest du Québec, M. Gaston Lafleur, dont on a eu le plaisir tantôt de saluer. J'ai accepté cette invitation avec joie et je pense que d'après moi, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, mais ma formation, d'après ma formation, tout ce qui touche la protection incendie dans la ville de Hall me concerne au plus haut point. Je l'ai vraiment à cœur et depuis longtemps. Les références que je donnerai pourraient être contestées par des personnes ici présentes. Pour pas que je perde de vue que dans la salle, il y a plusieurs historiens aujourd'hui. Mais j'ai tenté de puiser aux sources les plus fiables possibles. Pour bien vous situer dans le contexte historique et géographique du territoire, j'ai pensé vous présenter cette conférence en trois parties. Ce qui existait avant le désastre. C'est-à-dire qu'on se pose les questions suivantes. Est-ce qu'on était équipé pour combattre les incendies dans ce temps-là? Est-ce qu'il y avait une brigade de pompiers? Avions-nous l'eau nécessaire pour éteindre le feu? Quelle était la population du temps? Quel genre de construction et de bâtiments avions-nous? Quelle était la volonté politique dans le territoire vis-à-vis de la protection incendie? Quelle était aussi l'importance et le rôle des assurances incendie, etc. Ensuite, on pourrait traiter de la conflagration du 26 avril. Et puis, on finira par regarder ensemble ce qui s'est passé après l'incendie. Je pense que tout le monde est au courant que Wright, un Américain, a fondé la ville de Hall, c'est-à-dire le canton de Hall. Il est arrivé ici en 1800. Et en 1881, il a décroché un permis d'arpentage d'un terrain de superficie d'environ 82 000 acres. Les bornes, ça se situe aux alentours de Wakefield, Wakefield d'un côté, Masson de l'autre, la rivière du Outaouais, puis Yardley à gauche.
Plusieurs défricheurs colons qui l'avaient convaincu l'ont suivi et en 1902, ces familles-là viennent s'établir sur le bord de la rivière du Outaouais. Alors, plusieurs bâtiments sont rapidement érigés et la construction des moulins à scie a débuté et d'où commence le commerce du bois. Le 8 mai 1808, le premier incendie d'importance, le moulin de Philemon Wright a été entièrement consumé par le feu. En 1851, le temps passe, il y a un autre Américain qui vient se greffer dans le coin. A.B. Lui, bâtit une compagnie d'allumettes et aussi fabrique des seaux en bois. Alors, 9 ans après, les établissements A.B. sont aussi détruits par le feu. Et là, on se rapporte vers 1871. Et en 1971, c'est la création du service d'incendie. On dit, on a assez eu, non? Il faut qu'on puisse équiper des hommes, essayer de combattre les incendies, de protéger les familles. Alors, sous l'administration du canton de Hall, sous l'administration du conseil du canton de Hall, on autorise l'achat d'une pompe à incendie, une pompe à bras. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous autres, une pompe à bras. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu, à part que d'en voir dans des livres et dans des films. Mais d'après les références qu'on m'a données, c'était une espèce de pompe sur 2 roues semblables à ça. Il y avait, 4 roues semblables à ça. Et il y avait une espèce de dividoir. Et au centre du dividoir, il y avait un piston. Et chaque côté, il y avait une tige métallique. Et d'où il y avait 3 hommes sur un côté qui pesaient sur un bar. Les 3 autres le levaient. Et à tour de rôle, comme ça, on actionnait le piston. Et l'eau montait dans ça. Puis il y avait un canon incendie, une lance après la pompe. Et là, ça arrosait le feu. Alors, on peut s'imaginer à peu près physiquement qu'est-ce que ces hommes-là avaient pour faire face à des incendies. Alors, on a nommé cette pompe-là la pompe Victoria. Ça, c'est en 71. Alors, ça protégeait 500 familles du village de Hall sous la direction du premier chef de pompiers. Il y en a plusieurs qui nous demandent ça. Quel est le nom du premier chef de pompiers de la ville de Hall? Bien, en 71, lorsque Hall était un canton, c'était M. Calix Rouleau qui devient le premier chef de pompiers de brigade volontaire. Alors, la pompe Victoria, comme telle, ça ne va pas de moteur, cette histoire-là. Comment est-ce qu'on pouvait partir à un moment donné et répondre à des incendies avec ça? Alors, c'était la pompe à bras. À bras, non seulement pour la pomper, mais aussi pour la tirer. Alors, quand il y avait un incendie, dans le temps, la méthode était simple. Il n'y avait pas des sirènes, il n'y avait pas de système d'avertisseur. Alors, il y a quelqu'un qui criait au feu, il allait frapper à la porte du chef de pompier. Si c'était trop loin, il allait à l'église le plus près, faisait sonner les cloches, et là, ça réveillait quelqu'un, on sonnait à la porte du chef, on frappait à la porte du chef de pompier. Lui, il prenait une grande trompette, prenait sa pompe à Victoria, puis il partait avec ça, puis en soufflant à sa trompette, on courait avec sa pompe. Monsieur le directeur de Montréal, là, ne choisissez pas cet exemple-là pour demain matin, protéger votre ville. Mais pouvez-vous vous imaginer le courage que ça demandait à ces gars-là et l'énergie physique que ça demandait? Parce que là, on pense qu'on est bien, nous ici, on est à l'aise, on est à l'intérieur, enfin. Ici, qu'est-ce qu'on voit? La pièce d'équipement est sur un plancher plat. Mais dans le temps, les rues de la ville étaient des rues de terre. Et comment ces gars-là s'organisaient l'hiver, le printemps, à fondre des neiges, et ainsi de suite. Alors, apparemment, s'il y avait le bonheur d'avoir un cheval tout près, on pouvait l'appeler. Mais s'il n'y en avait pas, on s'en allait au feu comme ça. Alors, c'était la pompe Victoria et la brigade Victoria. Alors, à ce moment-là, en 73, il y a eu quelques feux, on a dit qu'il faut réorganiser. Alors, on nomme un nouveau chef. On nomme M. Charles Leduc comme chef de pompier. Le conseil lui remet un budget exemplaire, 100 $. Pour acheter des échelles, s'il n'y en avait pas, des seaux, des haches, des uniformes, puis une charrette. Parce que là, il avait eu la chance, justement, de s'acheter une charrette, prendre les équipements, qui donnait un deuxième véhicule à tirer, mais c'était mieux que de porter tout ça en même temps que sonner la flûte et puis...
En 1973, par résolution et à titre d'encouragement, le Conseil décide de payer à $1 un charvoyeur d'eau, le premier rendu sur une scène d'incendie, avec une barrique de 75 gallons. Encore là, aux informations que j'ai, comment ça fonctionnait, cette histoire-là? Bien, lorsque la cloche sonnait, les charvoyeurs d'eau s'en allaient au ruisseau avec leur cheval et leur voiture qui contenait, une voiture qui était une barrique qui avait là-dessus, qui comptait 75 gallons. On emplissait ça au seau, et à un moment donné, lorsqu'il était plein, c'était de se rendre le premier sur la scène de feu pour avoir la pièce. Parce qu'il arrivait le deuxième, il y avait 50 cents. C'est un fait, hein? Puis dans le règlement, c'est bien décrit, puis dans le troisième, il y avait 25 cents. Alors, il y avait un spectacle de furieuses courses de chevaux à toutes les fois qu'il y avait un feu. En 1975, au mois de février, Hall devient incorporé, on devient la cité d'Hall. Et à ce moment-là, le Conseil achète la protection incendie de la Brigade Victoria et au coût de 2133 $. La cité de Hall est divisée à ce moment-là en 5 quartiers. Et retenez bien le nom du premier maire élu. On connaît tous le maire actuel. Puis on le connaît depuis longtemps, puis on espère le connaître aussi pour longtemps. Mais le maire du temps, il faut retenir son nom parce qu'il va revenir dans l'histoire tantôt avec relié, si vous voulez, avec une conflagration. Alors, un comité de prévention des incendies est formé et le Conseil adopte 2 règlements, soit le règlement numéro 4, qui ordonne tous les tuyaux de poêle servant de cheminée soient supprimés et remplacés par des cheminées, soit en béton, ou soit en briques, ou soit en mortier, et elles doivent dépasser de 3 pieds le toit des maisons. Ce règlement-là existe encore. Le règlement numéro 6 qui ordonne qu'aucune personne n'allumera de feu en dehors des maisons sans autorisation. Ce règlement-là existe aussi encore. Au mois de novembre, M. Maxime Benoît devient chef et recommande au Conseil de réorganiser le service d'incendie. Vous remarquez qu'on change les chefs souvent. C'est un peu comme les équipes au hockey, hein? Quand l'équipe ne gagne pas, on change d'instructeur. Je ne sais pas si c'était la même mentalité dans le temps, ou bien si les gars s'épuisaient trop à tirer leur équipement, on les brûlait jeunes à ce moment-là. Mais on change de directeur, de chef de pompier souvent dans le temps. Et j'ignore la raison vraiment. J'aimerais ça un jour la découvrir. Au mois de décembre, première conflagration, 16 maisons. 16 maisons qui sont détruites. Mais je dois vous dire que après l'incendie, je me demandais si je devais le dire, mais je pense que je vais le dire. On demande les pompiers d'Ottawa sur la scène. Mais après l'incendie, l'aubergiste, M. Chénier, présente au Conseil de Hall une facture de 6,60 piastres pour rafraîchissement servi aux pompiers d'Ottawa. J'ai vérifié les faits, Ram, c'est vrai. On va vérifier ça demain matin à l'intérêt qui court, ça va être payant. En 1976, au mois de juin, le Conseil vote une somme de 2 000 $ pour l'achat de boyaux, d'uniformes, accessoires, et on décide de garder la vieille pompe à bras. Ce sera la première fois en 1976 que la brigade pourra combattre un incendie avec des boyaux. C'est-à-dire qu'on peut maintenant se distancer à partir de la pompe et se rendre plus près des bâtiments avec un jet d'eau. Mais on garde toujours la même forme de pompe. En 1978, le Conseil fait creuser des puits un peu partout en ville afin de fournir de l'eau d'une façon plus adéquate au service d'incendie. Parce qu'on n'a pas de borne d'incendie à ce temps-là. On n'a pas d'aqueduc municipal encore. En 1880, le feu de Sabourin, le 20 avril, 3 heures l'après-midi, le feu éclate dans le grenier à foin de M. Bernabé Sabourin, rue du Pont, qui aujourd'hui est la rue Aidé, qui était située près de la rue principale, qui aujourd'hui est la promenade du Portage. Un vent violent de l'ouest pousse le feu partout et le quartier numéro 3 est complètement détruit.
ainsi qu'une partie du quartier numéro 4. Ça comprend ça des rues Wellington, Wright, Hôtel de Ville, Philémon, du Lac qui était la rue, aujourd'hui c'est la rue Laval, la rue du Pont qui est aidée, Kent, Albion et Victoria. Alors c'est tout près, c'est dans le secteur ici, c'est arrêté face à un coin de rue d'ici. À 6 heures le soir, il y a 400 maisons. Pouvez-vous imaginer 400 maisons dans le temps qui sont détruites et 3000 personnes sont sans abri. Les pertes au total sont de 200 000 $. Puis 200 000 $, ça c'est au dollar de 1880. Alors le lendemain, le conseil décide, quelques semaines après, c'est-à-dire, le conseil décide de fusionner les services de police et d'incendie sous la direction du chef de police, M. Ludger Genet. Je ne sais pas si se sont dit, on va essayer police, avec les pompiers, ça brûle pas mal. Mais dans le temps, il y a eu fusion, puis on remarquera que la fusion va revenir à 3 autres reprises, et la séparation aussi va venir à 3 autres reprises. Et comment c'était important dans le temps, probablement pour des fins économiques, les gens ont décidé ça. Mais ça devient, l'histoire va nous rappeler tantôt d'autres faits semblables. Alors, en 85, le premier règlement municipal 35, le numéro 35, régissant le service d'incendie, autorise le chef Genet à remplacer la brigade Victoria, qui depuis 14 ans était la seule protection contre l'incendie. On change tout, et puis on demande du personnel nouveau, des ressources humaines nouvelles. On va informer, et puis on va faire jouer le rôle police-pompier, puis on va protéger la ville. Alors, on lui permet de réorganiser ce service et procéder à l'embauche de 35 nouveaux pompiers volontaires. Et cette brigade, il faut la retenir, cette nouvelle brigade se nommera Jacques Cartier. Le règlement qu'on discute restera en vigueur jusqu'en 1911, alors que le Conseil adopta le règlement numéro 131 relatif aux incendies et aux services d'incendie. Puis en passant, ce règlement-là est toujours en vigueur aujourd'hui, quoiqu'il est un peu désuet, mais toujours là. Le règlement 35 prévoyait aussi de doter la ville de Hall d'un service d'aqueduc adéquat. Les travaux commencèrent en juillet 86. Les journaux du temps réclamaient du Conseil l'achat d'une pompe à vapeur pour remplacer la vieille pompe à bras Victoria. Chose qui fut faite 25 ans plus tard, en 1911. 1886. Là, on installe les bouts d'aqueduc. On installe aussi des bornes d'incendie. On achète une dégeleuse, 2 pieds de boyaux, 4 petites voitures dividoires sur 2 roues, sur lesquelles l'on roule des boyaux et que l'on tire jusqu'au feu. Puis là, j'en ai un modèle ici. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'était ce genre de dividoire. On appelait ça dans le temps, les gens étaient plutôt, avec les termes anglicisme, on disait real. Puis les gens de Hall, vous avez remarqué que souvent on identifie les voitures, les camions de service d'incendie de Hall, des rails. On a entendu ça souvent, hein? As-tu vu les rails passer hier soir? Je ne sais pas ce qu'ils ont été. Mais c'est vrai que c'est comme ça, ça demeure encore. Êtes-vous d'accord? Hein? Vous entendez ça encore de nos jours? Alors, on identifie encore nos véhicules à le mot rail. Les francophones disaient rail pour le mot reel, qui était, disons, un truc semblable, qui était sur 2 roues, et puis qu'on enroulait du tuyau, comme on le voit. Et puis qu'encore une fois, remarquez, il n'y a pas de cheval en avant. C'est les types, encore une fois, qui tiraient ça avec tout le courage qu'ils avaient, toute l'énergie que ça demandait. Alors ça, c'est en 86. On est en position, on achète 4. On positionne ça à 2 endroits différents dans la ville. Alors, il arrive le 86, même année, le feu de Landry, au coin de l'Hôtel de Ville et Châteauguay. Encore, c'est tout près de l'Hôtel de Ville et à Châteauguay. Conflagration, le 9 mai à 1h du matin, l'alarme est donnée parce qu'on aperçoit dans le quartier numéro 3 des flammes poussées par un vent violent du nord. Le feu éclate chez l'échevin, M. Landry, et menace toute la ville. M. Landry, dans le temps, était un boulanger. Et l'enquête a déterminé que ça n'a pas rapport avec ces fours qui étaient déjà éteints depuis tôt dans l'après-midi. On
doute plutôt une main criminelle. Alors, la nouvelle brigade n'a pas tardé, c'est-à-dire à être mise à l'épreuve et reçoit son véritable baptême de feu. À 6 heures, le feu s'arrête et 110 maisons sont détruites. 750 personnes sont sans abri et des pertes de 250 000 piastres. La semaine suivante, le Conseil passe un règlement qui défend de construire des maisons en bois sur les rues principales, Hôtel-de-Ville et une partie de la rue Saint-Jacques, partie de la rue Laval ici. 1887, le 23 août, 7 autres maisons détruites dans le quartier numéro 5. Le Conseil, à ce moment-là, décide d'embaucher les 2 premiers pompiers permanents, M. Télésphore Latour et Arthur Dion, au salaire de 1,15$ par jour. Brut. « 1888, le feu du marché, au coin de l'Hôtel-de-Ville et Notre-Dame, 5 juin, vers 15 heures. Le feu se déclara à l'Hôtel-de-Ville et détruisit la majeure partie des quartiers numéro 4 et 5. 125 bâtiments furent détruits, dont l'Hôtel-de-Ville, l'église Notre-Dame, le presbytère, le couvent des Sœurs, le marché, 110 autres maisons causeront des pertes de 400 000 pièces. 1500 personnes sont sans abri. Les témoins disent, puis c'est là que c'est important de se rappeler du nom du premier maire élu. Les témoins disent que c'est le cigare de l'échevin Georges Marston, ancien maire. On l'a vu jeter son bout de cigare par terre avant d'entrer dans la salle du conseil. Apparemment, les historiens du temps qui racontent l'histoire, apparemment qu'ils ont vérifié les faits. Et que c'est bien vrai on a vu M. Marston lancer son cigare avant d'entrer à la salle du conseil et quelques minutes après, le feu pris sur le bord de la galerie, ça a monté justement au perron, puis ensuite au mur, et puis au Hôtel-de-Ville, puis le feu. Au lendemain du feu du marché, les compagnies d'assurance, il y en avait 16 autres. Les autres refusent de prendre de nouveaux risques sur les propriétés de Hall. Alors, en octobre 88, une délégation du Conseil se rend à Montréal auprès des différentes compagnies d'assurance et leur demande de venir examiner des nouvelles précautions à prendre et fixer des nouveaux taux des prix pour les assurances pour les lois. Et on verra qu'il y a un type des compagnies royales, des assurances royales de Montréal qui s'est présenté en 1897. Je vais un peu plus loin dans le temps. Et à ce moment-là, les primes d'assurance étaient très chères, alors ils ont voulu faire baisser les primes, puis le Conseil avait voulu aussi à ce moment-là réorganiser, qu'on parle pas tantôt. Mais ce monsieur-là avait prédit que Hall et Ottawa étaient ici sur une poudrière, et qu'un jour, il y aura un feu, une conflagration majeure, qui partira de Hall, traversera Ottawa, et pourrait brûler une partie d'Ottawa. En 1897. Et sa prédiction s'est réalisée, malheureusement, en 1900. Alors, les assurances ont joué un rôle important. Joué un rôle important dans les décisions politiques, mais aussi dans les coûts de protéger les biens des lois, parce qu'à ce moment-là, les gens n'étaient pas tellement fortunés. On sait qu'on essayait de se les prendre du mieux qu'on pouvait. Mais on ne semble pas encore convaincu, en 88, de faire adopter des règlements plus sévères et d'être capable d'organiser un service d'incendie efficace puis bien équipé. Alors, en 89, le Conseil consent la construction d'un poste de pompiers et de police sur la rue Leduc. Et on y installe 15 avertisseurs d'incendie dans différentes parties de la ville. En 90, le Conseil sépare les deux services. Jusqu'en 94, les pompiers volontaires devaient tirer à bras, on l'a vu, hein? L'individuel, la voiture à échelle, la charrette pour l'équipement. En 94, les conseils ils ont décidé, sous les recommandations des autorités du service d'incendie, d'acheter un cheval. Il y avait 3 voitures, mais ils ont acheté un cheval. C'était mieux que rien, tu sais.
Mais l'histoire attachée à ça, les historiens qui racontent ça, dit c'est Arthur Dion qui a eu la job de le dompter. Comment est-ce qu'on dompte un cheval à répondre à des appels d'urgence? Alors, il y a une question technique au niveau des attelages et puis ainsi de suite, avec la rapidité qu'on doit intervenir. Alors, apparemment, ça lui a pris 1 an. Et au bout d'1 an, le cheval était trop nerveux. Il était devenu trop nerveux, puis il n'a pas pu faire la job. Mais c'est un fait, on raconte ça dans l'histoire. Puis à partir de là, ils ont changé le cheval, puis là, ils n'ont rien bon. Alors, le chef Genet est destitué du service après un malentendu avec le conseil. Il est remplacé par M. Georges Tessier, qui devient chef de pompier. M. Genet rapporte sa cause à la cour. Il y a une entente en cours. Il est réinstallé. En 1896, il reprend son poste de chef de police puis pompier. On le sépare encore des 2 services. En 1898, le 11 juin, 16 autres maisons sont détruites sur la rue Notre-Dame. Et là, on dirait que les autorités municipales ont un pressentiment du désastre qui menace la ville. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, que M. Perry, Fred Perry, l'ajusteur d'assurance de Montréal, qui est venu conseiller la ville en 1897 en disant, écoutez, vous êtes assis ici, c'est un gros danger de cette ville. Alors, en 1999, on bouge. Vous allez voir comment est-ce que les choses avant le feu sont devenues intéressantes et les décisions sont devenues capitales. Le Conseil décide de prendre d'autres mesures de protection. Alors, il propose la construction d'une 2e caserne située sur un terrain tout près de l'endroit où le feu de 1900 a débuté. Le Conseil soumet un règlement d'emprunt de 3 500 $ aux propriétaires. Pour remarquer, les locataires dans le temps n'avaient pas droit de vote. On s'adressait aux propriétaires. Alors, les propriétaires rejettent le règlement par 115 voix à 111. 4 voix. La population ne tardera pas à payer chèrement cette grande erreur de jugement, puisque 8 mois plus tard, ce sera le grand désastre, la conflagration du 26 avril 1900. Par contre, on est d'avis qu'un seul homme compétent pris hors de la cité de Hall pourrait diriger efficacement le service d'incendie. Raymond, tu penses qu'on l'a pris? 2 échevins se rendent à Montréal et engagent le chef Benoît à 900 $ par année, et on lui permet d'engager 4 autres pompiers pour former la brigade permanente. On sépare encore une fois les 2 services. Le chef Genet demeure à police et le chef Benoît arrive à Hall et dirige le service d'incendie. Et naturellement garde sa pompe à bras. Alors, le service, avant le feu de 1900, il est composé, novembre, la pompe à bras, Victoria, une voiture pour transporter des échelles, de 4 dividoirs comme ça, et de 4000 pieds de tuyaux, de boyaux, de 4 extincteurs, et de 5 chevaux. On en dit à 5 chevaux. Avant que qu'on plonge, si vous voulez, dans la conflagration qui nous importe tous aujourd'hui, le feu de 1900. Regardons ensemble sur l'acétate des diapositives sous forme de tableaux et de statistiques. Une petite synthèse rapide par les pertes matérielles occasionnées par les nombreux feux. Puis ensuite, on pourra projeter à l'écran quelques photos du temps de Hall avant le feu de 1900. Vous allez voir après ça, qu'est-ce que le feu détruit. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Bon, voilà. De 75 aller à 98, on fait un total dans les bâtiments détruits 674, dans les pertes 936 000 $, et ça c'est au dollar de 1875 et 1898. Et les sans-abri, 5435 personnes.
On y additionne maintenant les statistiques du feu de 1900. J'ai mis 1903, 1906 qu'on pourra voir tantôt. Et ça fait des grands totaux très importants. Donc, on aura l'occasion de le voir. On va aller avec les diapos. La brigade Jacques Cartier, 1875, au moment que la ville de Hall était, la cité de Hall était incorporée, cité. C'était la façon de se rendre au feu. C'était la façon que nos pompiers étaient équipés. À droite, la ville de Hall. À gauche, la ville d'Ottawa. Ça, c'était pris à partir des édifices de sa colline parlementaire. Regardez le bois emmagasiné sur deux côtés de la rivière et les bâtiments. Une rue, regardez le bois à ma gauche, on le voit un peu difficilement, c'est noirci, ça ce sont des piles de bois. Et ça c'est juste l'entrée pour aller au pont des Chaudières sur le côté ontarien. Est-ce qu'il y en a du bois? Les bâtiments tout près, chaque côté, et le pont du temps, le pont des Chaudières. Un bâtiment qui n'est pas en bois, palais de justice. Un autre, le bureau de poste qui se trouvait sur promenade du Portage. Une map de la ville de Hall, du temps. Et ici, on va arrêter ici. Ça, c'est une photo du service d'incendie d'Ottawa. La voiture à échelle. Et une pompe qu'on peut voir un peu plus loin, là, à la gauche, on voit le cheval, puis le haut de la pompe avec le pompier qui est le conducteur de la pompe. Et en passant, parlant du service d'incendie d'Ottawa, puisque le service d'incendie d'Ottawa joue un rôle important dans le feu de 1900, à ce moment-là, le service d'incendie d'Ottawa était fondé depuis 1849. En 1900, il était composé de 51 pompiers permanents, supporté par une brigade aussi volontaire. Il y avait 9 casernes d'installées dans la ville d'Ottawa un peu partout. Et ils avaient une grosse pompe à vapeur qu'on appelait la Conqueror. Alors, ça se situe un peu physiquement les besoins en ressources humaines et matériels qui avaient protégé la ville d'Ottawa à ce moment-là. Le grand feu de 1900 allait laisser une immense cicatrice dans le tissu urbain de Hall et marquer la mémoire collective de toute une génération de Huillois et de Huilloises. La première moitié du 20e siècle s'ouvrait donc sur un cataclysme dont voici les principaux faits. Ça s'est passé un jeudi dans l'avant-midi. Ça s'annonçait un jour de printemps doux et ensoleillé. Apparemment, il était 62 degrés Fahrenheit à ce moment-là. Comme tant d'autres dans la région de Hall-Ottawa, des milliers d'ouvriers qui plus tard se retrouveraient sans abri, se sont rendus ce matin-là au travail dans les usines et les manufactures de la région. Alors, peu après 10 heures, puis là, on se situe, il y en a qui vont peut-être dire que ça s'est passé à 11h, 11h30 ou 10h15, mais c'est entre 10h et 11h30 avant-midi. L'alarme fut donnée à la caserne de Hall pour signaler un feu de cheminée dans une maison près du lac Minot. La maison près du lac Minot, apparemment, c'est la maison de Mme Kerouac. Il y a d'autres historiens qui disent que c'est la maison de Mme Kingsbury. Mais une chose qui est certaine, cette maison-là était située sur la rue Chaudière. La rue Chaudière qui est aujourd'hui la rue Saint-Rédempteur. Et elle était située entre la rue Vaudreuil et la rue Hôtel-de-Ville, juste sur le bord du petit lac Minot, qui aujourd'hui, on reconnaît l'emplacement par le parc Sainte-Bernadette. Alors, des témoins ont raconté que le feu s'était propagé rapidement d'un toit en bardeau de bois à une maison, après ça une grange, avant que n'arrivent les sapeurs-pompiers. Mais ce matin-là, il y avait un vent. Il y avait un vent de... Il y en a des gens qui disent que c'est un vent de 30 000 à l'heure, d'autres c'est 40, d'autres c'est 50, d'autres c'est 60. Mais il y avait des bourrasques de vent très violents. Ce matin-là, un vent du nord. Alors, quand que ces couvertures de bardeaux de bois, de cèdre,
ont pris feu et que d'une maison à l'autre, ça se propageait. Le vent poussait ça dans la ville. Et les flammes, en peu de temps, ont rasé 50 maisons. À ce moment-là, on a demandé les pompiers d'Ottawa immédiatement. Dès midi, les flammes s'étaient frayé un chemin vers les rives de la rivière des Outaouais, détruisant les immeubles le long des rues Chaudière, qui étaient dans le fer, les rues Wright, Church, Dupont, Principal, Wellington, Le Duc, le bureau de poste, le palais de justice, l'hôtel impérial, l'église anglicaine, des banques, des couvents, 15 magasins, d'autres commerces et 200 maisons. Le registre et les actes notariés du bureau de cadastre de Hall ont été détruits, causant ainsi des litiges pendant des années. Une évacuation massive était déjà amorcée. Mais les propriétaires insistaient pour rester sur les lieux dans de vaines tentatives pour sauver leur maison et leurs biens. Ceux qui vivaient à 2 ou 3 rues de l'incendie tentaient par des boyaux d'arrosage d'arroser leur maison et tenter de la sauver, mais ce fut peine perdue. À mesure que le vent augmentait, la fumée et l'odeur du bois brûlé traversaient la rivière, donnant en soi l'alarme à la population d'Ottawa. On espérait encore que la rivière arrêterait le feu. On a dit, mais que ça arrive à la rivière, là. Tu sais, ça ira pas plus loin. Cependant, le feu s'en est pris au pot. Et il s'est mis à cracher des bardons enflammés dans les cours à bois de la J.R. Boots et celle de M. Bronson, sur le bord de la rivière de l'Outaouais. Boots, lui, était le principal fabricant de bois au Canada. On a vu tantôt, dans les photos précédentes d'incendie, la quantité de bois, de planches de bois empilées sur le bord de la rivière. Et on dit qu'il y en avait près de 250 millions de pieds de bois séchés qui étaient là, sur les 2 rives de la rivière. Lorsque les flammes ont atteint l'île Victoria, les gens ont commencé, sur l'autre côté, concerter leurs efforts pour tenter de sauver la Syrie, parce que c'était le gagne-pain. Ensuite, les étables ont brûlé, les magasins ont brûlé, l'atelier de charrette a brûlé, la forge le long de la rue Bridge devait aussi disparaître. À 14 h l'après-midi, c'était rendu dans le silo de la compagnie Mackay. L'usine sidérurgique Baldwin, la Dominion Carbine, ainsi que la gare et les entrepôts de marchandises du Canadien Pacifique étaient aussi détruits. La centrale de Ottawa Electric Railways, c'était les tramways, et de l'Electric Lights, service d'électricité, ont été détruits ici également par les flammes. Alors, ça a jeté la municipalité d'Ottawa dans l'obscurité pendant 5 nuits. À ce moment-là, il semblait que la ville entière allait y passer et les résidents d'Ottawa étaient très inquiets. De nombreux fonctionnaires qui vivaient dans la partie ouest d'Ottawa sont rentrés précipitamment chez eux lorsqu'un incendie a traversé la rivière. Avant ça, tout le monde espérait que ça allait s'arrêter, c'est pas ici la rivière. Après avoir rasé la plupart des industries et des maisons le long de l'île Victoria, le feu s'est répandu vers le sud, dans le secteur résidentiel des plaines de Le Breton et Rochesterville. Alors, vous pouvez vous imaginer, ça prend le pont des Chaudières, ça traverse complètement, ça brûle les usines, ça continue sur la rue d'eau, qu'on appelait à ce moment-là l'entrée du pont des Chaudières, qui aujourd'hui est la rue Booth. Ça se poursuit, on appelait ça le flat dans le temps, ça se poursuit dans le flat, et puis là, graduellement, le vent pousse encore plus loin, et puis là, le feu se répand, et ça s'en va ça se répand, et ça se rend jusqu'à la rue Carling, et ça s'arrête à la ferme expérimentale d'Ottawa 12 heures plus tard. Le côté est de la ville d'Ottawa, les édifices parlementaires, je m'excuse, étaient menacés aussi, parce que le vent avait tendance à vouloir tourner. Alors, si le vent tournait de bord, il perdait la partie ouest de la ville en plus. Alors, Sir Wilfrid Laurier, qui était à ce moment-là le premier ministre, a ordonné justement à son ministre des Travaux publics de commander immédiatement de l'aide de l'extérieur. Alors, ils ont appelé les pompiers de Montréal, Peterborough. Ils ont appelé les pompiers de Smith Falls,
Ils ont appelé aussi les pompiers de l'autre municipalité, je ne sais plus. Mais les pompiers de Montréal ont répondu à l'appel. Ils ont placé sur un convoi du chemin de fer une pompe, 8 hommes, avec 1000 pieds de boyau. Ils se sont dirigés vers Ottawa et sont arrivés vers la fin de l'après-midi. Et à leur grande surprise, le centre d'Ottawa tenait toujours. Ils ont conjugué leurs efforts au service d'incendie d'Ottawa et ensemble, ils ont protégé la partie est, c'est-à-dire de la ville d'Ottawa. Mais ce n'était pas suffisant, par contre, parce que les tisons, les nombreux tisons qui partaient des couvertures de hall, qui déclenchaient pas, qui encore le vent transportait de l'autre côté, tombaient aussi sur des emmagasinages de bois qui se trouvaient près des édifices parlementaires. Alors, voyant le danger, les politiciens fédéraux ont commandé la milice, qui sont arrivés avec 2000 hommes, et avec le système D, c'était le système avec les seaux. Alors, sont positionnés ces couvertures des bâtiments un peu partout et sur les piles de bois, sur les édifices fédéraux. Et à ce moment-là, on a protégé aussitôt qu'il arrivait des tisons, on prenait la chaudière d'eau et on l'éteignait. C'était pas, disons, la façon la plus la meilleure connue, mais c'était, disons, la plus efficace dans le temps avec les moyens de bord qu'on avait. Alors, on dit que à moins d'avoir été sur les lieux, un témoin de décrit, fouetté par le vent violent, il a été impossible d'imaginer la fougue infernale de cet incendie. En une demi-heure, les flammes avaient tout rasé sur 1 mille de long. 30 ou 40 maisons pouvaient être en feu en même temps, puis apparemment qu'une maison prenait à peu près 10 minutes à brûler. L'incendie ne choisit pas ses victimes. Il a détruit les maisons des ouvriers aussi bien que des majestueuses demeures des industriels qui avaient choisi de vivre près de leurs usines. La pompe Conqueror, c'est cite comme ça, M. Hara, qu'on la nomme, Conqueror, d'Ottawa, qui était placé dans le flat, les pompiers ont été obligés de battre en retraite, que leur pompe restait là, puis elle a brûlé. Alors, ils avaient la responsabilité de protéger la rue Booth, ce côté est, pour pas que le feu traverse. Alors, qu'est-ce qui a arrêté l'incendie? Ça s'est arrêté au lac d'Ars, à le Curling, après avoir 12 heures après le début. Mais c'est quoi qui a arrêté l'incendie? Les experts ne s'accordent pas tous sur cette question. Il y en a qui conviennent cependant être d'accord à dire que la baisse de la vélocité du vent à la fin de la journée a sans doute été l'élément qui a le plus empêché la progression de l'incendie. Beaucoup de gens aussi croient que le haut escarpement naturel à l'ouest de la rue Bronson a empêché le feu d'aller plus loin. Et naturellement, c'était la concertation aussi du travail acharné et courageux des pompiers de partout, des volontaires et des miliciens. Après le crépuscule, la scène était inoubliable. Il y a beaucoup de témoins qui parlaient du terrible rugissement de l'incendie qui prenait de la vitesse. Les gens se rendaient sur les lieux du sinistre pour récupérer quelques effets. Les rues étaient remplies de boîtes, de matelas, de poteries, de photographies, de souvenirs et de meubles. C'était triste à voir. Et c'était triste de voir aussi que les objets, il y en a plusieurs d'entre eux qui étaient sans valeur. Mais pour eux, c'était important. Les familles entières étaient assises sur leur perron, prêtes à abandonner leur maison d'une minute à l'autre, quand l'incendie les rattrapait. Elles se déplaçaient tristement et regardaient les tenants de travail. Et regardaient sans défense les tenants de travail des flammes. Beaucoup de gens ont travaillé durement pour sortir leurs meubles dans la rue, où ils finissaient quand même par brûler. Dans la course folle de l'incendie, les immeubles ont été brûlés et d'autres ont été épargnés. Quelqu'un a remarqué que tous les immeubles de la rue d'Eau, qui est la rue Le-Duc actuelle, avaient été rasés, sauf un cabaret. À Hall, l'incendie a détruit, comme on l'a vu tantôt, le palais de justice, mais il a à peine effleuré la prison. Les avocats du temps
qui étaient généralement groupés, leur bureau d'affaires était généralement groupé au centre-ville, ont eu peur que leur bureau soit brûlé et que leur dossier soit détruit. Alors, ils ont tous ramassé les principaux dossiers. Ils ont couru, disons, vers le palais de justice, puis ils ont serré ça dans la voûte. Mais le palais de justice est brûlé et la voûte aussi. Alors, je peux vous dire que ça a créé des années aussi de litiges et de problèmes. Les familles étaient éparpillées ici et là. Il était difficile de trouver ses proches. Les journaux se sont rendus très utiles en annonçant où les gens étaient. Naturellement, comme dans toute sinistre, les pilards travaillaient la nuit. De nombreuses personnes qui avaient perdu leur maison ce jour-là sont restées à l'extérieur toute la nuit à découvert pour empêcher que leur bien soit volé. Le lendemain, les rues n'étaient plus que des amas de décombres noircis. Les anciennes rues étaient à peine identifiables. Ce 26 avril 1900, à minuit, 15 000 personnes se trouvaient sans abri. Où iraient-elles? Même avant que le feu ne soit calmé, une opération de secours avait commencé. L'aspect encourageant de cette tragédie est que l'inquiétude au sujet des sans-abri ne s'éteignit pas avec les dernières braises. En réalité, l'histoire se poursuivit non seulement le jour suivant, mais pendant des mois et même des années. Puisque les politiciens de la région rassemblèrent de ressources pour venir en aide aux victimes de l'incendie. À Hall, tous les bâtiments importants ont été détruits, on l'a mentionné. Il y en a eu deux qui ont resté debout. Un qui était juste ici, construit à côté de la Maison citoyenne. C'était l'église Notre-Dame, qui malheureusement, elle aussi a été détruite en 1971. Et aussi la Matthews Port Packing Company, qui est devenue la Canada Packer, qui, elle aussi, malheureusement, a été détruite par un incendie en 1985. D'après les statistiques, l'incendie qui a frappé Ottawa ce 26 avril 1900 a laissé 15 000 personnes sans abri et a causé des dommages matériels de plus de 10 millions. Le feu a fait rage sur une distance de 5 000, assez pour raser 50% des bâtiments de la ville de Hall et la plupart des demeures à Ottawa entre la rivière de Outaouais et la ferme expérimentale. Plus de 250 millions de pieds de bois asséchés, évalués à 3 millions de dollars, ont été détruits. Par miracle, seulement 7 personnes ont perdu la vie. Est-ce qu'on peut projeter les diapos, s'il vous plaît? Alors, c'était le feu de 1900, photo prise à partir des édifices parlementaires à Ottawa. Remarquez les produits combustibles, remarquez que le bois est empilé partout. Et les bâtiments aussi, la majorité des bâtiments sont en bois. Prise de vue à partir d'une couverture de la rue Branson à Ottawa. Quand on dit qu'une maison prenait 10 minutes à brûler, que les gens tentaient de sauver leurs biens, ça se passait à peu près ceci. Remarquez la vélocité du vent. On a vu tantôt 2 bâtiments avant le feu, à Hall, le bureau de poste et le palais de justice. On voit le clocher de l'église Notre-Dame en arrière, qui est épargné. Et ça, c'est les 2 bâtiments à la suite du feu de 1900. La rue principale, promenade du portage à Hall, le 27 avril, le lendemain du feu. Regardez la pression d'eau du jet ici en bas à gauche. Ça, c'était apparemment la pompe, une des pompes d'Ottawa.
qui tentait là, d'éteindre les derniers braises de feu. On voit les édifices parlementaires peut-être en arrière, d'ailleurs plein. Ça, c'est sur la cour, dans la cour à bois de Pied-Biédé, sur le bord de la rivière du Outaouais, du côté de Hall. Regardez les édifices parlementaires en haut, à droite. Ça, c'est toute une série de wagons qui ont été incendiés. OK, on arrête là. Alors, le nombre de bâtiments, au total, 3200, Hall 1300, Ottawa 1900, nombre de personnes laissées sans abri, 5789 à Hall, 1370 à Ottawa, 14 000. Population totale du temps, 13 887, Ottawa 58 000. Superficie significative 276 acres, 440 à Ottawa, total 616. Perte financière 3,3 millions à Hall et 6,2 millions à Ottawa, combiné un total de 9,5 millions. Les assurances, Hall a reçu 770 000 sur 3,3 millions et Ottawa a reçu 3 millions 85 sur 2 millions 215. Ces chiffres en soi ne veulent rien dire si on ne tient pas compte de la perte et de la tragédie personnelle et humaine qui accompagne un tel sinistre. L'incendie d'Ottawa est important. Il est important car il est un des premiers grands sinistres à être photographié. Et c'est la raison pourquoi on a eu beaucoup de photos et que les archives aussi, actuellement, ont beaucoup de photos de l'événement. Avant les années 80, les photographes étaient limités par des obturateurs et des films trop lents pour capter le mouvement. Avec la montée de la photographie en journalisme et le perfectionnement, les journaux pouvaient profiter de nouvelles techniques pour répondre mécaniquement des images à grande diffusion. Les journaux consacraient la première page au malheur qui s'abattait sur la population. Déraillements de train, meurtres, noyades, incendies, accidents étaient décrits dans les moindres détails et copieusement illustrés. Pour satisfaire au goût de vérité victorien, les journalistes étaient envoyés de gauche et à droite pour saisir les images et aussi le cataclysme même au moment où il se produisait. Je pense qu'aujourd'hui, la modernisation des équipements de photographie vont bien changer, mais je ne crois pas par contre que la philosophie de 1900 comparée aujourd'hui a tellement changé. On cherche encore à diffuser les malheurs humains. Les photographies précédant l'incendie montrent exactement pourquoi le feu s'est propagé tellement rapidement. Tout ce qu'il fallait était un bon vent. Un foyer d'incendie est relativement restreint pour enflammer les acres de planches brutes entassées de chaque côté de la rivière des Outaouais. On a parlé de l'inspecteur en bâtiment en 1897 qui avait prédit l'événement. Eh bien, cette prédiction devenue réalité ne laissait aucun doute que les villes de Hall et Ottawa reposaient sur une poudrière, on l'a vu tantôt. Les citoyens de Hall ont vécu avec la menace constante du feu dans leur ville encerclée de bois. Hall a connu de nombreux incendies. Et juste pour se rappeler ce qu'on a visionné là, depuis le début, 1875, 1880, 1886, 1888. La base industrielle de Hall fut profondément ébranlée par ces cataclysmes. Des milliers d'employés se sont retrouvés sans emploi et les propriétaires d'usines ont perdu leur investissement. Certains d'entre eux en étaient insuffisamment assurés.
l'Hôtel de Ville devait perdre une grande partie de son assiette fiscale. Le pourcentage des victimes de l'incendie qui ont choisi de rester et de se reconstruire au même endroit est un hommage à la débrouillardise, au courage et à la ténacité des citoyens de Hall et du conseil municipal de Hall. Hall a perdu presque tous ses édifices publics. Je pense que ça fait 3 fois que je le dis. Je voulais faire sûr, tu sais, qu'on était conscient qu'on les a perdus, qu'on les a bâtis. Mais de toute façon, la destruction des édifices publics entraînera des pertes irréparables d'une masse importante de documents, tels que ceux du protonotaire et du registrateur. En plus, l'incendie a laissé la ville de Hall sans hôtel de ville, sans protection incendie le lendemain, sans brigade, toutes désorganisées, et le réseau d'Aqueduc délabré. Une perte directe en main de revenus de taxes de près de 700 000 $ devait se traduire par un déficit de 32 000 $ sur le budget de 62 000 du budget municipal de 1901. Ce fut un grand embarras financier pour les politiciens. Avec ce budget en main, le Conseil aura de lourdes responsabilités de réorganiser tous les services publics de la ville et aussi à la reconstruction de la ville. Alors, quelques jours passèrent, et le courage montait dans le cœur des citoyens. Ils se mirent à rebâtir, pour la 5e fois, ce qui avait été détruit par le feu. Tout était à refaire. Dans le courant de l'été, on aura déjà reconstruit 317 résidences. Et au début de l'année 1901, 94 boutiques et commerces étaient construits, ainsi que les industries des BD, palais de justice, le bureau de poste, les banques, les bureaux d'enregistrement, etc. Alors Hall s'est mis à revivre en dedans d'un an. Par ces gestes, le peuple semblait vouloir trouver un remède à ses souffrances dans le courage, la dignité et dans la confiance en lui-même. Et ça, c'était fortement encouragé par les élus municipaux. Alors, il y avait à ce moment-là énormément d'encouragement qui venait de ce côté-là. Pour sa part, le conseil municipal doit entreprendre une urgence des travaux considérables. La reconstruction des rues et trottoirs, un nouvel hôtel de ville, un poste de pompiers de police, le service d'aqueduc et d'éclairage. Et on construit à ce moment-là le château d'eau rue Montcalm, que tous connaissent aujourd'hui. Pour sortir de son embarras financier, le conseil emprunte par règlement 73 000 $ pour combler en partie son déficit. Le conseil décide en 1902 de prendre de façon draconienne pour économiser parce que ça ne marche plus, les finances. On a de la misère à arriver. Parce que, en passant, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement municipal, pourquoi que le conseil a été privé, disons, d'un montant de perception en taxes très important, c'est du fait que lorsque le bâtiment a été détruit, on ne peut plus, justement, à ce moment-là, engager le propriétaire à payer ses taxes. Alors, s'il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus de taxes qui sont envoyées au propriétaire, il n'y a plus de revenus qui rentrent à l'hôtel de ville. Alors, dû au fait que le feu de 1900 a détruit 50% de tous les bâtiments de la ville, ça s'est reflété par un déficit d'environ une trentaine de mille piastres sur un budget de 62 000. Presque tous les salaires des employés municipaux sont réduits entre 50 et 100 $ par année. Et on abolit les positions. Là, on ne peut plus payer des directeurs de service, des chefs du temps, là, des responsables. Fait que on abolit les positions. Le premier qui part, c'est qui, vous pensez? Chef de pompier. Vraiment, il n'est pas retourné à Montréal. Apparemment, il s'est trouvé un job à Thunder Bay. Alors, mais c'est un fait, le chef de pompier était le premier, suivi du surintendant de l'aqueduc municipal, suivi de l'ingénieur municipal et suivi de l'inspecteur municipal. Je ne sais pas, là, à ce sujet-là, je me pose des questions. En 1902, le chef Benoît, donc il reste un chef de police,
Chef Benoît est donc remercié de ses services et il est remplacé par Ludger Genet et on fusionne encore une fois les services pour enfin les séparer une dernière fois, et je l'espère, en 1910. Il faut se rappeler que quelque temps après la conflagration, le Conseil juge urgent de réglementer la construction afin que la cité soit mieux protégée contre les incendies en adoptant un règlement très sévère, le règlement 78. Ce règlement défend la construction de maisons en bois, de même que les toitures en bois. Toute construction devrait être en mortier, briques, ciment, tôle, etc., mais avec des matériaux non combustibles. Tout propriétaire pris en défaut, son bâtiment sera détruit à ses frais dans les prochaines 48 heures. Ce règlement paraît très sévère pour les pauvres gens. Mais là, il s'est passé que les gens étaient infortunés. On a vu que les assurances étaient quand même, perception des assurances anonymes. Les gens avaient perdu aussi leur emploi. Alors, il demeure que tout le monde essayait de se reconstruire comme bon lui semblait pour donner à la famille, justement, un lieu pour rester. Alors, on a ramassé tous les bouts de bois qui restaient. Il en reste encore. Et puis, les compagnies du temps, le bois qui n'avait pas été, disons, brûlé, l'offraient, disons, aux gens. Et la ville encourageait à bâtir, mais ce règlement-là est venu les assommer. Mais les gens n'en ont pas fait cas. Ils ont en premier lieu, on dit ça se peut pas, mais lorsqu'ils ont vu que le Conseil de ville était sérieux, puisqu'on a demandé au chef Genet d'appliquer fermement le règlement, sinon, le Conseil, lui, avait été aussi influencé par les compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance avaient dit, si vous bâtissez encore en bas, on ne vend plus d'assurance. Alors, les commerçants du temps, et ça créait justement des problèmes et de l'inquiétude avec des personnes. Alors, ils étaient coincés entre l'écorce et l'arbre. Et à ce moment-là, ils ont décidé de faire appliquer le règlement. Mais le chef Genet, apparemment, il n'a jamais eu le cœur d'emmener personne à la cour. Alors, plusieurs centaines de familles sans abri doivent de toute urgence reconstruire. La plupart sont dans un état de dénuement. Ils ne pourront pas soumettre à ce nouveau règlement faute d'argent. Et comme je viens de mentionner, les assurances, eux, ils en profitent. Alors, eux autres s'inquiètent du fait que le règlement n'est pas respecté. Alors, en 1902, ils menacent la cité de retirer toutes les primes d'assurance dans la ville. Devant ces menaces, le Conseil ordonne au chef « Retourne faire ta job. Fais respecter le règlement. » Les citoyens se regroupent et contestent le règlement. Et devant ces faits, le Conseil fermera les yeux et les citoyens continueront de construire à leur gré. Et le règlement numéro 78 restera lettre morte, mais jusqu'en 1936. Comme résultat, nous avons encore de ces vieux bâtiments aujourd'hui. Et puis apparemment, dans le temps, on bâtissait, c'était une entente entre les gens, les voisins de la population. Ils disaient, où est-ce qu'était ton terrain avant le feu? Je pense que ça allait jusque-là. OK, bâtis-toi 16 pieds de large, on va bâtir 16 pieds de large, comme ça, on va être correct sur les deux. Mais il n'y a pas personne parce qu'on a remarqué que le bureau d'enregistrement a été brûlé aussi. Alors, toutes les questions des cadastres et ainsi de suite, ça a tout parti. Alors, c'était justement au bon jugement et à la bonne volonté de chacun. Mais malgré tout, on voit dans l'île d'Hall, actuellement, dans certaines rues encore, des constructions de ce temps-là. Et ceux qui ont la chance de passer par là pourraient remarquer que ces constructions-là sont bâties sur des lots restreints et que les maisons sont collées une à côté de l'autre. C'était la façon de se déprendre à ce temps-là. Alors, devant ces menaces, le Conseil ordonne au chef Genet de faire respecter... Oh, je m'excuse. En 1903, là, on pense qu'on a fini avec le feu, hein? On a vu tantôt sur un acétate qu'on a dit que les statistiques se sont greffées en 1903 et 1906. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 1903? C'est que la brigade composée de 11 hommes, police-pompiers, ne dispose que de 1000 pieds de polio, de 2 dividoirs et quelques échelles H et la vieille pompe à bras encore de la Victoria. Parce que le restant a tout brûlé. Les dures leçons n'ont pas suffi pour sensibiliser les élus et la population à se doter d'une protection incendie efficace. En juin, c'est bien ça. En juin,
Les enfants mettent le feu près de l'endroit où le feu d'innocent a débuté. Alors, ça a pris naissance dans une grange. 25 maisons reconstruites ont été détruites, causant des pertes importantes. En 1906, vers 11h30, des jeunes garçons qui fumaient dans la grange de M. Reynolds, rue Iberville, tout près du lac Minos, où le feu débute encore. Le feu se propage aux maisons des rues Iberville, Papineau, Carnot et Carillon. 35 maisons sont détruites, causant 75 000 $ de dommages. Ça, c'est en 1906. Mais là, en 1906, ce deuxième feu-là, il ventait. Puis là, la panique s'est prise dans la population. Ils ont dit, hey, il y a 6 ans, là, la ville a brûlé, puis ça s'en vient encore pareil. Parce que le vent poussait tout ça encore vers le centre-ville. Alors, la panique la plus folle s'est emparée de la population dans la ville à ce moment-là. Et tout le monde a eu très peur qu'une conflagration comme celle de 1900 arrive. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens éloignés de cette quadrilatère-là, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y avait des boyaux à jardin. Alors, ils ont commencé partout en ville à arroser leurs maisons parce qu'au cas que le feu se propage, au moins nos maisons vont être trempées puis sont peut-être protégées. Mais là, en faisant ça, qu'est-ce qui s'est produit? Ils ont vidé le système d'aqueduc municipal. Les pompiers avaient quasiment plus d'eau pour combattre l'incendie. Savez-vous qu'est-ce qui sauve la ville? C'est qu'il est arrivé une pluie très abondante. S'est mis à mouiller fort. Et c'est ça qui a sauvé la ville parce que les tisons qui tombaient sur les couvertures de bardeaux de sel, étaient éteints justement par la pluie. Alors, on a pu concentrer, si vous voulez, tous les efforts avec tout le monde, les volontaires et tout, dans le secteur sinistré, puis que là, on a finalement éteint l'incendie. Heureusement, le chef Genet recommande au Conseil l'achat d'une pompe à incendie. Ça n'a plus de bon sens, notre pompe Victoria, là. Ça fait longtemps que... Alors, pour remplacer cette pompe-là de 1873, le Conseil est hésitant, et lui, il dit, je vais m'en remettre aux électeurs. En 1907, le Conseil adoptera 2 règlements, dont un vise à mieux équiper le service d'incendie et de construire 2 autres postes de pompiers. Le deuxième règlement visait à refaire l'aqueduc municipal. En octobre, les électeurs rejettent les 2 règlements. Croyez-le ou non. Pour la deuxième fois en 8 ans, les gens votent contre la construction de la caserne d'incendie. 1899 puis 1907. Cette attitude des contribuables contraint le Conseil à remettre plus tard ses projets de doter la ville d'une meilleure protection incendie. En 1910, le Conseil décide d'acheter une pompe incendie d'une capacité de 800 gallons à la minute au coût de 5 300 $ afin de remplacer la pompe à bras, la Victoria, après 37 ans de service. On la nomme la pompe Gravel. Le Conseil nomme Georges Tessier comme chef de pompier et on sépare de façon définitive les 2 services. Et en 1911, le Conseil consultera les citoyens pour l'adoption d'un règlement pour la construction de 2 casernes d'incendie équipées, l'amélioration de l'aqueduc municipal puis l'embauche de nouveaux pompiers. Enfin, les contribuables supportent. Vous avez eu peur, hein? Enfin, les contribuables supportent le Conseil et la ville de Hall se dotent d'une meilleure brigade d'incendie, et ceci après 31 ans de dures épreuves coûteuses qui priment sérieusement la ville dans son expansion économique et sociale. En 1912, on retrouve les 3 casernes. Une sur la rue Leduc, au coin de la rue Wright, une sur la rue Montcalm, au coin de la rue Papineau, et l'autre sur la rue Champlain, au coin de la rue Saint-Étienne. J'ai eu le bonheur de travailler dans ces 3 casernes. En 1958, lorsque je me suis joint au service d'incendie de Hall. En 1950, la ville a rajouté une 4e caserne qui était située sur le boulevard Saint-Joseph, juste à côté du poste de police. En 1962, le Conseil décide de faire une étude et on relocalise les postes 1, 2 et 3 et on ferme le poste numéro 4 du boulevard Saint-Joseph et on se retrouve avec les casernes existantes aujourd'hui. Le poste central sur la rue Leduc, le poste 2 sur le boulevard Taché et le poste 3 sur la rue Saint-Raymond. En 1989,
Le Conseil autorise un comité d'études de faire l'étude sur les emplacements actuels des casernes existantes et futures. Ce comité doit présenter son rapport aux autorités municipales dans environ 3 semaines. C'est le comité que j'ai le plaisir de présider. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Mais t'es pas parti à ta retraite? » Pas encore. Je pars le 31 mai prochain. Dans l'intervalle, M. Gingras, Jean Marcel, a accepté et a été nommé par les autorités municipales de diriger le service d'incendie. Et je dirige, on m'identifie comme directeur de projet actuellement jusqu'au 31 mai prochain. En terminant, la tragique histoire, le feu de Hall peut s'expliquer par les raisons suivantes. La ville de Hall offrait à cette époque des conditions exceptionnellement favorables à la propagation d'incendies. La majorité des constructions étaient en bois, la plupart des toits étaient en bardeaux de sel, les coupe-feux étaient très rares, les matériaux de construction et de chauffage étaient de nature à favoriser la propagation. L'approvisionnement en eau était largement insuffisant pour lutter efficacement contre le feu. Les cours à bois s'étendaient partout à l'intérieur des limites de la ville. Le manque de réglementation efficace de construction et de prévention incendie, le manque d'équipement nécessaire à la lutte contre l'incendie, le manque de support des contribuables vis-à-vis les projets de règlement des élus pour améliorer la protection incendie dans l'organisation d'un service efficace. Pour toutes ces raisons, les Huillois et Huilloises ont payé très cher ces lacunes dans le passé. Heureusement qu'aujourd'hui, la situation s'est grandement améliorée, mais il est essentiel de poursuivre notre lutte contre le feu par le maintien d'un bon système de protection et de prévention incendie et d'une réglementation sévère, efficace pour la sécurité et le bien-être de la population. J'espère que cette conférence nous donnera une vision plus profonde de l'histoire de notre ville par rapport aux incendies. Et que tous ensemble, que nous puissions continuer à unir nos efforts dans le but d'enrayer l'incendie. Merci beaucoup. Ils ne l'ont pas gardé à la ville encore pour rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Tantôt, j'écoutais M. Michaud, le directeur, mais j'ai eu des chuchotements dans cette salle. As-tu oublié un tel? As-tu oublié un tel? As-tu oublié un tel? Non, je ne vous ai pas oublié. Mais les nommer tout en même temps, là, ça a l'air d'un jeu de bingo. On va prendre la deuxième ronde. Nous avons ici des anciens pompiers puis des retraités de longue date qui ont voulu venir entendre le directeur. Je ne vais pas les nommer, là, bien entendu. Mais ce qui me fait plus plaisir encore, moi, ce qui me concerne, c'est la Société historique. Nous avons des membres fondateurs de 24 ans passés qui sont ici présents. Nous avons des auteurs, des écrivains, même on a un ambassadeur qui nous a déjà représenté à l'extérieur du pays, qui est membre de la Société. Je ne voudrais pas oublier non plus, puis celui-là, je suis obligé de le mentionner. Notre ancien président, Dr Bourgoin et son épouse, qui sont ici à ma gauche, là-bas. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont fait un travail inlassable pour la société. Puis si je vous parle de même de la société, c'est parce que je l'ai à cœur, la société. Mais on a besoin de votre aide. Franchement, on a besoin de votre aide. Le bel exposé de M. Michaud tantôt, c'était beau. On va s'en aller, vous allez l'oublier à moitié. Mais sortez votre petit $3 de 50, puis achetez donc le récit ici, dans l'Astigo. Ça coûte pas cher, $3 50. Vous avez des petits-enfants qui poussent présentement. Vous leur ferez cadeau. Je vais la savoir, l'histoire du feu du Nazar. On l'a ici.
des recherches de la société historique. C'est ça la société historique. Nous sommes à votre service. On est là pour vous servir. Gênez-vous pas si vous avez besoin de la recherche. On va vous aider. Mais je peux vous dire une chose. On a eu besoin de l'aide. Nous en avons eu. Là, c'est le temps de parler du maire de Hall, M. Légère. Lui, il nous a donné un bon coup de main. Merci beaucoup, M. le maire. On apprécie votre geste à l'endroit de la société. Parce que ce que nous vous présentons aujourd'hui ici, c'est vos sous qui nous a aidés à bâtir ce livre. Et les sous des citoyens, comme M. le maire vient de dire. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est vous les concitoyens. Vos sous sont ici. Votre histoire est là. On ne gaspille pas. Je voudrais saluer aussi également la présence de d'autres directeurs de services d'incendie. Directeur de la ville de Buckingham. J'ai vu le chef de division, le directeur des incendies de la ville d'Ever. Franchement, je demeurais dans l'entourage de Montréal autrefois. Mais ici, on est bien entouré, vous savez ça. On pique de gros feu dans Hall. Parce qu'on a secours des villes voisines. C'est le pourquoi de leur visite ici aujourd'hui. Si on a besoin d'eux autres, on va cogner à la porte et ils vont venir nous aider. Comme Montréal l'a fait. Ils sont partis de Montréal en 1900. C'est pourquoi il est ici, le directeur terrien. Il n'était pas lui ici, mais il représente l'autorité de Montréal. Vous étiez bien à ce moment-là, hein? De toute façon, on va avoir remarqué, je ne vais pas parler de M. Michaud. Son domaine de pompier, c'est beau, mais j'ai toujours aimé avoir ses rilles. Et pour le remercier, un qui a trempé, disons, je pense qu'il était sergent dans le temps, le grand feu du 1900. Je demanderai au directeur du service des incendies d'Ottawa de vouloir remercier M. Michaud. Directeur Orac. Monsieur Michaud, Roland, de la part des organisateurs de cette conférence, ainsi que tout le monde présent, je tiens à vous remercier pour votre conférence très intéressante, très détaillée, comme tout autre travail que vous prenez. Et puis, je crois que ça serait à propos que je vous présente ce volume qui s'appelle History of the Ottawa Fire Department, 150 Years of Firefighting. Merci. Des vrais petits frères, hein? Ils s'aiment entre eux autres, ça paraît. Ça paraît donc. Mais moi, j'aimerais encore vous aimer davantage, que je reviens encore sur le sujet. On fait le lancement de l'Asticot, là. J'y tiens mortiqueux. Je suis fatigué de répondre au monde. Avez-vous quelque chose sur le feu du 1900? Avez-vous quelque chose sur le feu de 1880? Mon Dieu Seigneur, pas 3 piastres à 50. C'est facile, il est à la porte en sortant. Et pour une année entière, devenir membre de la société, ça vous coûte 12 $. 12 $, puis nous autres, on travaille 365 jours pour vous faire plaisir. Mon temps compte plus, moi, je suis un vieux retraité. Je donne mon temps libre à la société. Il y a un autre item à notre conférence. L'Astigo que vous voyez aujourd'hui, numéro spécial,
Une large part va à l'auteur, qui est Mme Latrémoille. Je ne sais pas si elle est ici, Mme Latrémoille. Oui, elle est là. Sa participation, vous savez, c'est tout un travail. L'administration, nous avons toujours l'infatigable qu'on appelle, le secrétaire du service administratif, Mme de Prato. Notre financier est à la porte qui attend après votre $3,50. En plus de ça, vous allez voir que nous avons des vieux numéros des Estigots précédents. Ça date de 1968. Probablement, vous allez voir le nom de votre père, votre arrière-grand-père, je ne sais pas, moi. Mais on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Puis, s'il y en a qui sont plus floches que les autres, là, faites donc comme M. le maire. Il a acheté un sirop complet, lui. Merci beaucoup, M. le maire, vous nous encouragez. Merci. On perd un chef de pompier, on en nomme un autre, et puis la ville est à la recherche d'un remplaçant de notre directeur du service de la police. Je crois qu'il est de mise aujourd'hui pour les gens qui sont ici présents. J'allais rencontrer pour la première fois un gentil monsieur, un petit gars de la grande métropole. Puis pour vous dire quelque chose en passant, c'est facile à remarquer. Il a eu 48 ans hier. Il y a un beau travail qui se fait avec la police de Hall, mais c'est comme toute autre chose, il faut que ça continue. Ils n'ont pas choisi le moindre, ils sont allés chercher un jeune homme, talentueux. Je ne suis pas habitué à faire des présentations, mais je vais vous donner son petit pédigree, ça va vous donner une petite idée de ses capacités. Il est entré en service en 1962 comme patrouilleur de la section formation. En 1966, il est devenu aspirant policier. En 1967, enquêteur à la moralité. Et là, je vais descendre, là. Ça se passe toujours à Montréal. Vous savez que Montréal, c'est depuis Chicago, hein? Alors, imaginez-vous quelle bonne école il est allé. En 1968, supervision de section de la moralité d'un bureau. En 1969, superviseur d'un poste. Et de la même année, il devient sergent détective. En 1971, devient enquêteur de la section antiterrorisme. Ça ne fait pas peur, les gros gars. Il connaît quelque chose là-dedans. Et je continue. En 1975, il voulait travailler de nuit. Il est devenu préposé aux mœurs et drogues. Surveiller les pocheurs, tu sais. En 1979, il est nommé officier de liaison à la sécurité à titre de commandant. En 1981, officier du district au niveau 2. Et en 1983, du directeur régional niveau 5. Marquez bien, là, il monte toujours, cet homme-là. Il n'arrête pas là. En 1987, il devient directeur du conseil et de la coordination du service de la police de la Commission urbaine de Montréal, Commission de police. En 1989, officier de direction et directeur de soutien opérationnel, membre du conseil de direction du SPCUM, service de la police de la communauté urbaine de Montréal. En 1990, tenez-vous bien,
Il devient pour nous, les Hulois, le 14e directeur de la police de Hull, en la personne, et je nomme M. Laurent Audy, présent ici. J'aimerais vous voir en pleine lumière. Quand vous les faites passer en parade, vous allumez la lumière, et nous autres, on voudrait vous. Et voilà M. Audy, s'il vous plaît. Aimeriez-vous dire bonjour à vos concitoyens? Ça nous ferait plaisir. J'écoutais tout ce que M. Michaud vous disait tout à l'heure et j'avais hâte d'arriver aux années où les feux arrêtaient parce que je me cherche une maison dans Hull. Et j'ai confiance maintenant. J'ai justement parlé avec le nouveau directeur des services d'incendie et je pense que c'est avec en pleine confiance que je peux m'acheter une maison, demeurer parmi vous. Et c'est à compter de demain matin que je deviens le directeur du service de police de votre ville. C'est avec fierté. Et je voudrais en profiter pour remercier les autorités municipales de m'avoir fait confiance. Merci. Vous savez, dans ces moments de loisirs, il allait enseigner au Collège Jean-Ducic à Montréal, dans le département des mœurs. Alors, c'est un beau passe-temps, hein? Moi, je voudrais tout d'abord, avant que vous nous prêtiez, qu'on coupe ça plus court, parce que je sais que le monde commence à être fatigué de m'entendre. Mais je dois vous dire que M. Michaud est encore présent, mais il ne peut pas partir sans qu'on lui présente un joli cadeau de la part de la Société historique, qui lui fait grandement plaisir, M. Michaud. J'appellerai en arrière, justement, ça s'en vient, je vous demande de venir en avant. C'est une série de tous les livres, la revue Asticot, depuis sa fondation. C'est le cadeau qu'on lui présente aujourd'hui comme conférence. Voyez-vous déjà, si j'ai besoin de référence, il va fouiller dedans. Ne manquez pas votre soir de l'Ancien. En terminant, je voudrais remercier les cadets pompiers que vous avez vus tantôt. C'est le seul corps de cadets pompiers qui existe en province de Québec, n'oubliez pas. À tous nos bénévoles qui nous ont aidés, aux membres de la Société historique également, à tous nos bienfaiteurs, aux membres du conseil de ville de la municipalité de Hull, le membre du comité du patrimoine. Et là, je m'arrête là une seconde, parce que j'avais un homme qui a travaillé fort aussi. C'est notre membre honoraire, qui est l'échevin Ouimet, présent ici. M. Ouimet est président du comité du patrimoine. Et à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un énorme merci d'être venus à cette conférence et je vous invite, par cette porte-là à gauche, là, de prendre un café et de goûter gentiment le gâteau qu'on vous a préparé en votre honneur. Merci beaucoup. Non, c'est possible que j'aille faire. Regarde mon dossier, c'est possible que j'aille faire. Je te téléphonerai. Ça te dérange pas. Ça me dérange pas.
C'est pas le courant, mais Oui, oui. J'ai pensé que t'as Au sourire, là, on nous filme. On nous filme présentement. Excuse-moi, je te dérange.
réunions politiques. Oh, yeah.